Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un musicien qui a révolutionné le jazz. Un artiste qui refusait de regarder en arrière, qui considérait que répéter le passé était une forme de mort artistique. Cet homme, c'est Miles Davis. Pendant une trentaine d'années, presque chaque décennie de sa carrière donnera naissance à un nouveau courant musical. Du bebop au cool jazz, du hard bop au jazz modal, de la fusion électrique jusqu'aux expérimentations funk et hip-hop, Miles Davis aura constamment redéfini les frontières de son art. Mais derrière la légende se cache aussi un homme complexe, brillant, perfectionniste, parfois tyrannique, souvent blessé, confronté au racisme, aux addictions et à une santé fragile. Installez-vous confortablement, voici l'histoire de Miles Davis. Alors Miles Dewey Davis III naît le 26 mai 1926 à Alton dans l'Illinois. Très vite, sa famille s'installe à East Saint-Louis. Son père est chirurgien dentiste, sa mère est professeure de musique. Contrairement à beaucoup de futurs musiciens de jazz, Miles grandit dans une famille relativement aisée. Il ne connaît pas la misère, mais il connaît une autre réalité, celle de la ségrégation raciale. Même lorsqu'on appartient à la bourgeoisie noire, on reste un citoyen de seconde zone. Cette injustice le marquera profondément. Toute sa vie, Miles développera un caractère fier, parfois arrogant, comme une manière de refuser qu'on lui manque de respect. À 13 ans, son père lui offre une trompette. Son premier professeur lui apprend quelque chose qui deviendra sa signature. Ne joue pas avec du vibrato, cherche la pureté de la note. Cette recommandation paraît anodine, elle changera pourtant toute l'histoire du son de Miles Davis. Alors que la plupart des trompettistes recherchent la puissance ou la virtuosité, il va privilégier l'espace, la respiration et l'émotion. À 18 ans, Miles obtient une bourse pour étudier à la Juilliard School de New York, officiellement. Car officieusement, il passe toutes ses nuits à Harlem. Son objectif n'est pas de suivre les cours classiques, il veut jouer avec Charlie Parker. À cette époque, Parker et Dizzy Gillespie inventent une nouvelle musique, le bebop. Le jazz devient extrêmement rapide, complexe, virtuose. Miles finit par intégrer le groupe de Charlie Parker. Il est encore jeune. Techniquement, il n'a pas le niveau de Dizzy Gillespie, mais Parker perçoit chez lui autre chose, une personnalité, une musicalité, une manière unique de raconter une histoire avec très peu de notes. Miles dira plus tard, ce ne sont pas les notes qui comptent, c'est le silence entre elles. Cette phrase résume probablement toute sa philosophie musicale. À la fin des années 40, Miles commence à s'éloigner du bebop, il trouve cette musique brillante, mais parfois trop démonstrative, il cherche davantage de lyrisme, plus de respiration. Il réunit autour de lui un orchestre de 9 musiciens, les arrangements sont sophistiqués, les couleurs orchestrales inédites, les tempos plus détendus. Les enregistrements seront publiés sous le titre Birth of the Cool. Sans le savoir, Miles vient de donner naissance au cool jazz. À chaque fois que le jazz semble suivre une direction bien définie, Miles prend exactement le chemin inverse. Le succès ne le protège malheureusement pas des années difficiles. Au début des années 50, Miles tombe dans l'héroïne, la dépendance est sévère, sa carrière s'effondre. Il décide alors de rentrer chez ses parents, il s'enferme plusieurs jours, traverse seul un sevrage extrêmement violent. Cette période laissera cependant des traces physiques et psychologiques durables. En 1955, Miles revient plus fort que jamais, il forme un groupe exceptionnel, avec John Coltrane au saxophone, Red Garland au piano, Paul Chambers à la contrebasse et Philly Joe Jones à la batterie. Ce quintet devient rapidement une référence absolue, mais Miles est exigeant, très exigeant. Il est capable de licencier un musicien en pleine tournée, il pousse chacun à dépasser ses limites. Coltrane lui-même traverse une période difficile à cause de ses addictions, Miles le renvoie. Quelques années plus tard, Coltrane reviendra transformé. Et en 1959, Miles prépare un projet très particulier. Au lieu d'écrire des harmonies complexes, il propose des structures extrêmement simples. Les musiciens improvisent à partir de modes, la liberté devient immense. Le disque s'appelle Kind of Blue. Il a autour de lui John Coltrane, Cannonball Adderley, Bill Evans, Paul Chambers, Jimmy Cobb. Le résultat est presque miraculeux. Les musiciens enregistrent la plupart des morceaux en une ou deux prises. L'album devient le disque de jazz le plus vendu de tous les temps. Plus de 60 ans plus tard, il continue d'influencer des générations de musiciens.
Alors pourquoi Kind of Blue est-il si important? Eh bien parce qu'il change complètement la manière d'improviser. Auparavant, les musiciens suivaient une succession rapide d'accords. Miles réduit drastiquement ces changements, l'improvisation devient plus mélodique, plus contemplative, chaque note prend davantage de poids. Cette révolution influencera autant le jazz que le rock progressif, la musique de film ou certaines musiques ambiantes. Dans les années 60, Miles recommence, il recrute une nouvelle génération, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams. Le plus jeune n'a même pas 20 ans. Et ce groupe pousse l'interaction à un niveau inédit, à chaque concert est différent, chaque morceau est déconstruit, le jazz devient presque télépathique. À la fin des années 60, Miles écoute énormément de rock. Il admire d'ailleurs particulièrement Jimi Hendrix, Sly Stone ou James Brown. Il comprend que la jeunesse écoute désormais d'autres musiques, et au lieu de critiquer cette évolution, il décide d'en faire partie, encore une fois. En 1970 paraît Beaches Brew, une œuvre totalement déroutante, deux batteries, deux basses, des claviers électriques, des montages en studio très innovants, des improvisations immenses. Les critiques sont divisées, certains parlent de trahison, d'autres de chef-d'œuvre. Aujourd'hui, Beaches Brew est considéré comme le point de départ du jazz fusion. Sans lui, des groupes comme Weather Report, Mahavishnu Orchestra ou Return to Forever auraient probablement eu une histoire différente. Miles pouvait être quelqu'un de tendre, mais aussi quelqu'un d'extrêmement dur. Il parlait peu, il exigeait énormément. Sur scène, il jouait souvent dos au public, non par mépris, mais parce qu'il préférait communiquer avec ses musiciens. Il considérait que la musique devait parler d'elle-même. Malgré sa célébrité mondiale, il continuait de subir le racisme. En 1959, devant le Birdland à New York, un policier lui demande de circuler. Miles répond qu'il travaille dans le club, le policier le frappe puis l'arrête. Cette humiliation restera gravée dans sa mémoire. Pour lui, le succès ne protégeait jamais totalement un homme noir aux États-Unis. Au milieu des années 70, Miles disparaît presque complètement, avec une santé fragile, une dépression, des addictions qui reviennent. Pendant plusieurs années, il ne joue quasiment plus. Beaucoup pensent que sa carrière est terminée. Au début des années 80, il revient. Son son évolue encore. Des synthétiseurs, des boîtes à rythme, des influences pop, funk, rock. Plus tard, il reprendra même Human Nature de Michael Jackson. Encore une fois, il refuse d'être un musée vivant. Miles disait souvent qu'il fallait jouer comme on était, pas comme on croyait devoir être. Il refusait les recettes, il encourageait les jeunes musiciens à trouver leur propre voix. Pour lui, copier les anciens n'avait aucun intérêt, chaque génération devait inventer son langage. Il est difficile aujourd'hui de mesurer l'influence de Miles Davis, il a révélé ou accompagné John Coltrane, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Bill Evans, Keith Jarrett, Chick Corea, Joe Zawinul, John McLaughlin et bien d'autres. Beaucoup de ces musiciens deviendront eux-mêmes des géants. Miles avait un talent rare, repérait les artistes avant tout le monde. Au cours des années 80, il continue d'enregistrer, il peint également. La peinture devient une autre manière d'improviser. Le 28 septembre 1991, Miles Davis s'éteint à Santa Monica en Californie, il avait 65 ans. Alors si Miles reste une figure majeure de l'histoire de la musique, ce n'est pas seulement parce qu'il était un immense trompettiste, c'est parce qu'il a fait preuve d'un courage artistique exceptionnel. À chaque fois que le public attendait de lui un nouvel album dans la continuité du précédent, il changeait de direction. Il acceptait de décevoir une partie de son public pour rester fidèle à son instinct. Cette capacité à se réinventer est peut-être sa plus grande leçon. Elle dépasse largement le cadre du jazz. Elle nous rappelle qu'un artiste ne devrait jamais chercher à répéter son plus grand succès, mais à poursuivre inlassablement sa propre quête. J'espère que cette capsule vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'épisode. À bientôt pour un nouveau voyage à travers les grandes figures de l'histoire.